3, 2, 1. Come on! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde ici sur le stand, sur la scène Natexpo. Alors je vous rappelle le principe de cette table ronde, on va aborder un sujet qui fait l'actualité de la bio avec des acteurs, des spécialistes, des observateurs du secteur. Tout cela, je vous le rappelle, sans langue de bois, des experts à qui vous pourrez, vous aussi, vous qui vous trouvez avec nous à la Porte de Versailles, poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pourrez également réagir aux propos des uns et des autres et on va parler d'un sujet qui parfois fait polémique, celui de l'origine des produits bio et a fortiori des fruits et légumes bio. On va voir comment on peut changer les choses parfois en faisant entendre la petite musique du bio tricolore. On va voir comment on peut développer plus et mieux l'origine France pour les fruits et légumes bio. Et pour en parler, on reçoit Bérénice Jaouen. Bonjour Bérénice. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la planification de la coopérative BioBraise. Alors, a priori, BioBraise, vous êtes en Bretagne. Oui, c'est ça. Alors c'est quoi la coopérative BioBraise? La coopérative BioBraise est donc c'est une coopérative en Parlez fruits et bien avec le légumes micro, bio. voilà, qu'on vous entende bien. Pardon. Donc il y a 57 adhérents. Donc on est basé du coup dans le Finistère, en Bretagne. D'accord. À mes côtés, Charlotte Trossa. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice de Local en Bocal à Avignon. Heureuse que vous êtes d'être à Avignon. Alors, c'est quoi Local en Bocal? Local en Bocal, c'est une conserverie artisanale bio et notre spécificité, c'est qu'on s'approvisionne en 100% local avec les écarts de tri des producteurs bio locaux. Et c'est né il y a combien de temps cette idée? 10 ans. On a fêté nos 10 ans. Et tout va bien. Aujourd'hui, le business va bien? Oui, ça va, merci. Olivier de Carnet, bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général adjoint d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. Vous êtes plus particulièrement chargé de la stratégie filière. Aujourd'hui, on va commencer avec vous. La filière des fruits et légumes bio, c'est une filière importante ou pas? Oui, alors bonjour à tous. Déjà Interfel en quelques mots, parce que vous l'avez dit, interprofession des fruits et légumes frais. Donc c'est une interprofession longue, on représente toute la filière des fruits et légumes, de la production jusqu'à la consommation, en passant par tous les stades de l'expédition, du commerce de gros, de la grande distribution, des primeurs, de la restauration collective. Et on a aussi les importateurs de fruits et légumes qui sont membres d'interprofession. Donc on a l'intégralité de la filière. Et le leitmotiv numéro 1 d'Interfel, avant de parler du bio, c'est bien d'augmenter la consommation des fruits et légumes frais. Aujourd'hui, sur la consommation globale des fruits et légumes, on est toujours sur les bio ou pas, hein, on est toujours sur les mêmes niveaux ou ça monte, ça baisse? Alors, dans l'ensemble, on a une légère érosion depuis quelques années, donc on essaye de l'enrayer. C'est vraiment tout l'objectif et toute l'action d'Interfel est tournée vers ce principe d'enrayer l'érosion de la consommation, parce que comme on le sait, c'est quand même pour des questions de santé publique, les fruits et légumes frais ont la cote. Donc effectivement, il faut travailler là-dessus. On a après cet objectif, bien sûr, la bio, on va y revenir. Il y a une mécanique qui est encore un peu différente, mais c'est un sujet sur lequel on travaille énormément à Interfel, la bio, parce que c'est un marché qui est important dans les différentes filières agricoles françaises. Je pense que la filière des fruits et légumes frais est une filière qui est bien implantée dans le bio et sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire. Alors justement, plantons le décor. Quelle est la part du bio dans le secteur des fruits et légumes aujourd'hui en France? Alors, peut-être un petit peu d'historique quand même, rapidement. C'est-à-dire que le bio, pendant très longtemps, dans les fruits et légumes frais, on avait une croissance à 2 chiffres. Donc c'était un marché assez porteur, qui permettait chaque année, on avait une augmentation à la fois en volume et en valeur de la part de marché. On a atteint, je dirais, 2020, un peu avant le Covid, on était à près de 10% en valeur. Donc ça, c'était un chiffre un peu de référence, qui n'est pas rien, hein, 10% du volume, de la valeur des fruits et légumes frais vendus qui passaient en bio. Et après, on a eu ce qu'on a essayé de mettre en évidence assez tôt. D'ailleurs, au départ, on nous taxait un peu d'être oiseaux de mauvais augure, lorsque dans les fruits et légumes, dès 2020, on a dit attention, on sent
que le contexte va changer. Et effectivement, ça s'est confirmé dans les fruits et légumes et pas que, avec une décroissance qui a là pour le coup, c'était le schéma inverse, une décroissance entre 2000 et 2024 aussi assez forte. Comment pour vous arriver. expliquez? Alors, on est arrivé, donc là, on est, pour répondre à la question, on est à peu près à 8% en valeur et 7% en volume, hein, ce qui est logique, la valeur est un peu plus forte dans les fruits et légumes frais. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent l'expliquer. Le premier, c'est crise du Covid, crise économique, inflation importante et un besoin effectivement de réarbitrer dans son pouvoir d'achat. Alors ce qu'on a observé, et ça c'est pas que valable pour la bio, mais pour tous les produits un petit peu haut de gamme, labellisés, et c'est valable aussi pour les SICO, c'est un phénomène de glissement de gamme. Donc en fait, pour dire la chose simplement, ceux qui achetaient du haut de gamme se mettent à acheter du moyenne gamme, du bas de gamme, et on descend comme ça. Et donc ça, le bio n'a pas échappé à cette tendance. Donc effectivement, il y avait un réarbitrage, et il y a des consommateurs qui ont pu être passés pendant un certain moment autre chose que des produits bio. Alors il y a tout un travail qui a été fait. Là, on a quelques éléments pour le coup depuis 2024, une petite reprise à la hausse, donc c'est positif, qui est parti d'abord sur les magasins spécialisés, qui s'est un peu élargi plus globalement à l'ensemble des circuits. Donc là, en septembre 2025 par rapport à 2024, c'est plus, alors ça reste timide, hein, mais plus de 2,5%. On sent qu'on a enrayé la diminution et on espère de manière pérenne repartir un petit peu à la hausse. Maintenant, pour être très clair, on n'atteint pas du tout on n'a pas réatteint les niveaux qu'on avait avant Covid. Donc, si je vous comprends bien, les achats de bio, c'est un bon baromètre de de la confiance des consommateurs et de la confiance des ménages. Plus la confiance revient, moins on est stressé par l'avenir, plus on retourne vers des produits plus qualitatifs comme les produits bio. Oui, c'est effectivement, on peut voir ça comme ça. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un palier ou un plafond dans le bio, parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas forcément, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont eu lieu autour aussi du positionnement du bio. On a vu que lorsqu'il y avait une difficulté du marché, l'écart aussi a pu se resserrer entre les produits conventionnels et bio. Et après, ça s'explique. Enfin, je veux dire, le différentiel s'explique. On pourrait y passer beaucoup de temps, mais je veux dire, il y a un travail spécifique, il y a des certifications, il y a du travail de traçabilité. Il y a énormément d'éléments qui justifient aussi un écart de prix entre un prix aux fruits et légumes je dirais dans son ensemble qui est autour de 3 euros, 3,05 € et un prix fruits et légumes bio 3,50 €, un peu plus de 50. Donc voilà, il y a un écart qui est légitime aussi. Alors, quand vous parlez du glissement des points de vente, et glissement de gamme et le glissement de prix, plus on descend, dans l'échelle des distributeurs, plus on aperçoit des importations de produits bio et les fruits et légumes n'échappent pas à la règle. Alors, est-ce que aujourd'hui il y a une part importante d'importation de fruits et légumes bio? Alors là aussi, si on reprend, c'est important d'avoir la vision sur l'ensemble de la gamme. Dans les fruits et légumes frais, on a un petit peu plus d'un fruit et légume sur deux dans l'ensemble des fruits et légumes frais consommés en France qui a été produit en France. Donc, à l'envers, c'est un petit peu moins d'un sur deux qui provient d'Europe ou de pays tiers. Un autre chiffre important, donc le 1 sur 2, c'est une chose, c'est que si on exclut les produits qui ne peuvent pas, pour des raisons pédoclimatiques, être produits en France, on a 2 sur 3 des produits consommés en France qui sont consommés en France, qui sont produits en France. On a sur l'ensemble des fruits et légumes frais fixé des caps. Parce que au-delà du sujet numéro 1 qui est d'augmenter la consommation des fruits et légumes frais, sans opposer les origines, on peut aussi estimer qu'on peut regagner, et ça on va y revenir, de la souveraineté. C'est un sujet et un thème effectivement à la mode. Donc je pense que les deux objectifs peuvent être complémentaires. Parce que si à la fois on augmente la consommation et que on remonte un petit peu cette part de souveraineté pour gagner 5 points voire 10 points d'ici 2035, je pense que c'est quelque chose, un équilibre qui peut être tout à fait justifié. Sur les fruits et légumes bio, on a des chiffres qui sont plutôt un peu meilleurs, surtout en légumes, en termes d'approvisionnement, meilleurs. En tout cas, c'est un constat, un peu plus de produits français.
Et si on exclut aussi les agrumes exotiques, ça va être des chiffres qui vont être plus importants. Voilà, parce que dans les produits bio, il y a aussi beaucoup d'agrumes exotiques. Après, nous clairement, l'idée c'est pas d'opposer, c'est pas d'opposer les origines, et puis c'est pas d'avoir une vision. Bon là, je pense qu'on pourra en parler, mais il y a des initiatives locales, et puis nous, à l'échelle d'une filière, la vision c'est qu'il faut trouver un bon équilibre, parce que on peut absolument pas viser que ça soit pour l'ensemble de la gamme ou pour les fruits et légumes bio du 100% France. Il y a une réalité de marché, et une attente diversifiée. Donc il faut trouver le bon curseur pour que tout le monde s'y retrouve dans ce marché. Alors, Bérénice, on va parler de votre coopérative de BioBraise. Aujourd'hui, quels sont les produits que vous proposez? Quels sont les produits qui sont cultivés par vos adhérents? Alors on a une large gamme donc chez BioBraise, on a plusieurs produits tels que les courges, les artichauts, les crucifères, les alliums, les pommes de terre. Voilà, vraiment on est vraiment très diversifié. Donc moi au sein de la planification, c'est vraiment 10 thématiques qui sont vues dans l'année avec les producteurs et on travaille vraiment une ensemble de gammes. Et aujourd'hui, vous sentez que il peut y avoir de la concurrence venue d'ailleurs sur vos produits, ou vous êtes, vous, en Bretagne, un petit peu préservé par rapport à ça? Ah oui, en effet, il y a une concurrence très très forte. Alors nous, on essaye du coup de s'imposer sur ce marché. Déjà, nous avec l'ancrage territorial, la Bretagne, le Finistère, on a vraiment des produits phares tels que le brocoli, le chou-fleur. On a aussi de la semence paysanne, donc ça c'est quelque chose qu'on met en avant. On travaille que en saisonnalité, donc ça c'est pareil, c'est important de s'imposer sur le marché, avec ces acteurs-là. Un cahier des charges très rempli. Chez BioBraise, donc c'est vraiment des serres non chauffées. La biodiversité est vraiment au cœur de la coopérative. Les producteurs ont l'obligation d'avoir des haies, des talus. Et puis rendre la planification, qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus. C'est vraiment leur production est vraiment mise en culture pour répondre vraiment aux besoins des metteurs en marché. Donc il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas de gaspillage, et ça c'est vraiment très important. Donc on met tout ça en valeur sur le marché du bio. Alors justement, on va en parler de la planification, mais avant ça, je voudrais savoir si vous êtes ou si vos producteurs se sont retrouvés confrontés à une situation qu'on connaît bien dans l'agriculture conventionnelle, c'est que parfois, parce que la météo est ainsi faite, on se retrouve avec dans les linéaires deux produits concurrents, un produit en France, par exemple en Bretagne, et un autre produit dans le sud de l'Espagne. Est-ce que ça se télescope parfois dans la filière bio? Ah oui, encore vendredi, on était sur un cas comme ça, sur d'autres produits, sur la mâche notamment. Nous on essaye de mettre en avant les valeurs de la coopérative pour essayer de Ça se télescope avec de la mâche qui vient d'où? Ça c'est une petite question piège. Voilà, de la mâche qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, pour justement gérer au mieux votre présence sur les marchés, il y a la planification. Alors, expliquez-moi comment ça marche. D'abord, c'est quoi la planification? Alors du coup, la planification au sein de la coopérative, comme je l'ai dit, donc c'est des ateliers de planification qui sont faits sur l'année sous forme de 10 thématiques. Donc on voit plusieurs produits, pommes de terre, allium, courges, etc. Les producteurs ils reçoivent un document à compléter 1 an à l'avance avec les cultures qu'ils souhaitent mettre en place avec les surfaces, et les metteurs en marché en face reçoivent exactement le même document avec leurs besoins. On travaille vraiment sur des volumes mensuels par mois. Donc moi, mon rôle au sein de la coopérative, c'est de apporter une analyse, savoir si on peut y aller l'année prochaine ou pas, est-ce que ça va être risqué. Pour rappel, on met vraiment en terre ce que les metteurs en marché ont besoin. On est vraiment là pour éviter le gaspillage, la surproduction, on est vraiment en flux tiré. Donc j'apporte toute cette analyse donc en réunion planification. Ils sont à peu près une vingtaine de producteurs pendant les réunions. Nos metteurs en marché sont là aussi pendant les réunions, et voilà, on décide ensemble oui ou non d'y aller ou pas. Il faut savoir que la particularité chez BioBraise, c'est que c'est vraiment les producteurs qui prennent la décision d'y aller ou pas. Le mot revient aux producteurs, et ça c'est très important. Alors évidemment, moi je leur apporte une analyse si c'est trop risqué ou non. Et puis on décide donc d'y aller ou pas. Donc voilà, ils mettent vraiment les producteurs, ils ont cette sécurité là de savoir qu'ils mettent en terre des choses qui vont être normalement vendues. Mais est-ce que c'est pas parfois trop acrobatique de se lancer dans la planification, sachant qu'il peut y avoir plein d'aléas dans
dans le bon sens, c'est-à-dire une météo extraordinaire qui fait que votre production, ça marche beaucoup et on pourrait se dire tiens, on aurait dû en faire quelques hectares de plus, ou alors dans l'autre sens, on a fait la planification, seulement on s'est pris un coup de gel et il y a plus rien. Alors c'est ça. La planification, faut vraiment prendre en compte que c'est un outil. Hein. On prédit pas du tout le marché. Hein. C'est pas un système, j'allais dire, imposé en disant Voilà. tu vas devoir produire 4 hectares de chou-fleur. C'est ça. Des fois il y a des loupés. Les années d'après, on va notamment en Chourave, on s'était dit qu'on allait faire plus parce qu'il y avait eu une section exceptionnelle et finalement la saison a débuté, c'était une catastrophe. Voilà, faut bien prendre en compte, c'est un outil, on essaye d'être au mieux, d'ajuster au mieux, mais je pense qu'on est plutôt bon pour éviter déjà la surproduction et le gaspillage. Et alors, comment ça se passe en Bretagne? Parce que c'est un univers très concurrentiel. Il y a des gros opérateurs et il y a vous. Comment vous fonctionnez avec ces gros opérateurs? Ça fonctionne plutôt bien. On arrive à être sur le marché. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, on met en avant les valeurs de la coopérative. Nous, on s'appuie là-dessus depuis le début. On a un cahier des charges très complet. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, mettre en avant nos qualités, nos valeurs. On communique beaucoup. Beaucoup de clients viennent sur les fermes. Voilà, c'est d'avoir le producteur, je pense, un lien avec le producteur. On a aussi une traçabilité très très bien faite. Il y a tout le temps le nom du producteur sur l'étiquette, il y a un QR code. Donc ça permet de suivre tout ça. Et je pense que grâce à ça, on arrive à se mettre en avant et à rentrer sur les marchés. Et Olivier Le Carnet d'Interfel tout à l'heure parlait des difficultés parfois de certains marchés aujourd'hui. Est-ce que, en termes de prix, vous êtes concurrentiel par rapport à certains gros opérateurs, y compris dans votre région? Ah oui, tout à fait. Il y a des fois, on passe pas au niveau du prix. Mais je pense que on sait qui on est aussi, on sait ce qu'on veut. Et je pense que le consommateur final, il sait aussi qu'est-ce que représente la coopérative BioBraille, ses valeurs. Donc, nous, on l'argumente comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Le consommateur en veut encore, donc... Et il y a des gros écarts de prix entre ce que vous proposez, j'allais dire un artichaut venant de chez vous et un artichaut venant de chez vos concurrents? Oui, sur certains produits, il y a des gros écarts de prix, mais sur d'autres un peu moins. Il y a des fois, on se réajuste aussi. Je pense que c'est comme ça que fonctionne le marché. Et on a beaucoup parlé dans d'autres tables rondes aujourd'hui de la communication. Est-ce que le fait de mettre en avant, d'ailleurs, est-ce que vous les mettez en avant, ces valeurs de votre coopérative, et est-ce que ça fait la différence parfois sur certains marchés? Nous totalement, c'est comme ça qu'on voit la différence. On communique beaucoup, on est très présent sur les réseaux sociaux. On est là aussi aujourd'hui présent. On n'a pas un stand, mais on tourne, on se fait connaître et via nos metteurs en marché. Voilà, c'est comme ça que ça passe. Et alors, tout au bout de la chaîne, il y a vous, Charlotte, qui faites des conserves. Alors, je voudrais savoir comment est née cette idée de mettre l'agriculture et de mettre les fruits et légumes en bocal. C'est que vous en aviez trop chez vous et que c'était pas possible. Parce que généralement, quand on commence à faire des conserves, c'est qu'on en a trop à la maison. Non, mon beau-frère est maraîcher bio et lui-même avait envie de transformer les surplus de production et c'est comme ça que l'idée est venue en fait. Moi, je suis ingénieur agro, j'ai toujours travaillé à proximité du monde agricole, donc c'était mon objectif également. Et donc on a monté local en bocal comme ça de toutes pièces. Et alors, c'était il y a une dizaine d'années, vous m'avez dit, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, en quelques chiffres, votre entreprise? Alors aujourd'hui, on est une conserverie, on produit à peu près 500 000 pots par an, si vous voulez des chiffres. Ça fait 1,2 million de chiffre d'affaires, une quinzaine de personnes. On est aussi une entreprise d'insertion. Et sur les bocaux, on trouve quoi, par exemple? Faites-nous rêver, parce que certains sont peut-être en train de penser à leur dîner ou leur déjeuner. Alors on a une très belle gamme de soupes avec une belle diversité de soupes en différents formats, des soupes à morceaux également. On fait un petit peu de compote, des sauces tomates, des coulis, des tartinades pour l'apéritif, des légumes cuisinés et du pois chiche. Alors tout ça c'est facile parce que vous êtes à Avignon et que généralement la météo est plutôt favorable, quoique. Et c'est uniquement, vous fournissez dans un périmètre de combien autour de votre atelier? On se fournit sur un périmètre de 150 km autour d'Avignon. En réalité, on est plutôt à 30 km parce que sur la plaine de Château-Renard-Cavaillon, on a largement ce qu'il faut en termes de fruits et légumes. On a la chance d'avoir une très belle région de production, en bio en particulier. Le climat est très favorable, donc pas de difficulté à trouver du local. Et alors, par exemple, il y a des moments où, on parlait tout à l'heure avec Bérénice des aléas climatiques, il y a des moments où vous dites, là, j'aurais pas la matière première nécessaire pour faire mes trucs, donc je vais aller en chercher ailleurs. Non.
Oh, d'accord. Non, ouais, c'est vrai qu'on est un peu Non, jusqu'au boutiste. préférez mais ne pas en avoir on plutôt préfère que- ne pas en avoir. Mais du coup, on Par a exemple travaillé notre gamme, et c'est ça, je pense, l'enjeu. On a travaillé notre gamme en fonction des appros et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'avoir des produits qui couvrent toutes les saisons possibles, puisqu'on travaille en frais, donc en saison. Et puis, on a travaillé nos recettes pour faire en sorte que les différents légumes de la recette soient disponibles au même moment, localement. Et donc, bon, c'est assez rare qu'on ait une rupture au final, sauf sur des produits un peu plus confidentiels, le fenouil, des choses comme ça. Mais sur nos grosses références, il y a énormément de volume. Voilà. Et est-ce que c'est rentable Alors bon, aujourd'hui là, est-ce que c'est rentable? C'est une très bonne question. de faire du bio local en conserve? C'est plus cher, hein, De c'est combien? plus cher. Parce que c'est vrai que si on compare avec certains opérateurs, vous c'est une petite structure, donc fatalement ça coûte Ouais. beaucoup plus cher, non? Ce qui est cher, c'est pas d'être en bio ni d'être en local, c'est la façon dont on travaille. C'est-à-dire on travaille de façon très artisanale, encore beaucoup à la main. Le fait de travailler avec des écarts de tri, ça demande de la main d'œuvre parce que rien n'est mécanisable. Une carotte tordue, il faut enlever les brins, les brosser. Il y a des haltères, il peut y avoir un peu de pourri. Il y a un gros travail de tri. Et donc au final, un légume qu'on achète moins cher à l'achat coûte assez cher in fine. Et alors vous m'avez pas donné les prix, vous êtes combien plus cher à produit égal? Bah, après, entre Liebig et Local en Bocal, il y a absolument toutes les palettes de prix, donc c'est difficile de vous dire. Par rapport à nos concurrents proches en termes de fonctionnement, je dirais qu'on est 20% plus cher. Et alors, si j'ai bien compris, quand on a préparé cette table ronde, je vais vous citer un exemple. Je dis, tiens, moi j'ai vu quelque chose avec des légumes bio sous la marque d'un grand distributeur. Et on m'a dit, bah ouais, c'est nous qui les faisons. Donc vous travaillez aussi pour la grande distribution. Oui, on fait aussi du travail à façon. Allez, on va le dire, Et de la- c'est et de la Monoprix en l'occurrence. Oui. Voilà. Et alors comment, j'aimerais que vous me racontiez ça parce que ça c'est important aussi. Comment quand on est une petite PME à Avignon, on arrive à séduire un poids lourd de la distribution, en plus très exigeant parce que souvent présent dans les cœurs de ville, qui propose des produits généralement un peu plus chers que dans la grande distribution classique. Donc comment on arrive à les séduire et à emporter le marché, si je puis dire? Alors on a réussi à les séduire avant la crise de la bio, donc ça marche bien et tant mieux. Mais on avait aussi un autre client, la Vie Claire, pour qui on a fait longtemps des soupes, avec qui on avait bien fonctionné parce que justement on avait de très belles valeurs qui leur plaisaient. On faisait du bio, du local, de l'insertion, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça, ce sont des vrais arguments marketing. Le fait aussi qu'on travaille avec du produit frais et qu'on ne passe pas du tout par la case surgelée. On a des produits qui ont un goût de fait maison, etc. Donc on a une véritable qualité de produit. Et avant la crise de la bio, ces engagements plaisaient aux distributeurs. Et justement, la crise de la bio, pour aujourd'hui, vous, c'est ça a été quels effets? Le prix. Le prix. Donc, C'est-à-dire vos c'est produits, moins- vous avez été obligé de baisser vos prix pour rentrer encore sur Bah, les marchés? Non, parce qu'on n'a pas pu baisser nos prix. Hein. Comme tous, on a subi l'inflation, l'augmentation des salaires, du prix du verre, etc. Et puis les agriculteurs qui ont mis du temps, mais qui ont fini par augmenter un petit peu leur prix aussi. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous êtes déréférencés? C'est arrivé. Ouais. Et ça, je suppose que économiquement parlant, ça doit être terrible, non? C'est compliqué. La chance qu'on a, c'est que notre marque, en parallèle, a pris un très bel essor et donc a compensé cette perte-là. Bérénice, justement, même question au moment de ce qu'on a appelé, entre guillemets, la crise de la bio. Est-ce que vous avez été confronté à ce même type de problème, à savoir, maintenant vous passez plus parce que vos prix qui couvrent juste les frais de production, vos prix sont trop élevés? Alors bon là c'est pas vraiment trop mon secteur, mais en effet oui c'est un peu comme Charlotte, hein, on n'est pas passé sur des marchés, hein, on a eu des lignes qui ont été coupées. Après c'est difficile de revenir chez ces clients là. Voilà, des fois oui malheureusement ça passe pas et les lignes elles sont coupées. Ça, malgré la planification, c'est le genre de choses qu'on voit rarement arriver, quoi, des crises comme ça. Oui, alors on essaye d'éviter ces crises-là. Après, quelquefois ça dépend comment peut être le marché. Il y a des acteurs aussi qui arrivent avec beaucoup de volume, donc des fois on passe pas, mais on essaye effectivement d'éviter du tonnage qui arrive en plus. Après voilà, s'il y en a trop qui en arrivent sur le marché, nous on essaye de travailler aussi un peu avec de l'industrie, écouler les volumes des producteurs. C'est vraiment ça la première chose chez nous à faire. Dommage que vous soyez un peu trop loin d'Avignon parce que vous pourriez faire un deal avec Charlotte et pour faire peut-être des soupes bretonnes du côté d'Avignon. Olivier, bon, on voit bien un peu l'enjeu, le paysage. Aujourd'hui, la question c'est
comment on met plus de bio dans nos assiettes? Alors, question fondamentale, on fait comment? Vous avez 2 heures et je ramasse les copies. Non, déjà on parlait de crise et qu'est-ce qui se passe au moment de la crise. Nous, ce qu'on a observé, c'est du déclassement. Il y a un indicateur qui montre que ça va pas. C'est le taux de déclassement. Du déclassement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit bio qui devient un produit conventionnel. Voilà, il est produit en bio, donc avec les charges du bio, et puis le marché n'arrivant pas à l'absorber, il passe en conventionnel. Dans la pomme, on a atteint à des moments 50% en taux de déclassement. Donc il y a rien de pire en fait, parce que le producteur produit avec les conditions de la bio, donc des frais supplémentaires, et puis il vend au prix du conventionnel. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Tout ça pour dire que à la question comment on fait, nous, on a à Interfel un comité bio, on y travaille depuis longtemps, on a tout un tas d'actions qu'on pourra développer, mais le sujet numéro 1, c'est l'adéquation offre-demande. C'est-à-dire qu'il faut que la production soit en lien avec l'attente des consommateurs et le niveau de la consommation. On avait fait une étude en 2022, on voyait que le potentiel de production avait rejoint, voire dépassé pour la plupart des espèces, le potentiel de consommation. Donc là, il y a un petit sujet. Donc le premier des sujets à travailler, et il y en aura d'autres après, c'est de travailler sur effectivement stimuler la consommation. Donc c'est mettre en avant à Interfel dans la palette d'outils qu'on a, on a quand même l'outil de la communication sur lequel on mobilise des moyens importants. Alors pour l'ensemble de la gamme fruits et légumes frais, mais aussi et je pourrais en reparler pour la bio. Et donc l'idée c'est de se dire voilà, on peut inciter des producteurs à aller en bio, mais s'il n'y a pas de marché en face, c'est pas forcément une bonne chose. Donc il vaut mieux essayer de faire en sorte que le marché et la consommation repartent. Donc c'est communiquer sur les vertus de la bio, c'est communiquer sur les bienfaits, c'est soutenir des campagnes, ce qu'on a fait notamment de l'agence bio, Bioréflexe ou autre, qui essaye de mettre en avant vis-à-vis des consommateurs l'intérêt de la bio. Donc on a essayé de décliner, de s'appuyer sur ces campagnes pour le travailler au niveau d'Interfel. On travaille nous aussi avec des programmes de communication en B2B à destination de la RHD, de la grande distribution, pour rappeler un peu ce qu'il y a qu'il y a des charges bio et comment on peut parler du bio aux consommateurs. Donc voilà, je pense que ça c'est un sujet numéro 1. C'est dynamiser et stimuler la consommation. Après, il peut y avoir des freins techniques. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup, nous, avec notre centre de recherche et expérimentation qu'est le CTIFL, sur lequel on finance des programmes de recherche pour essayer de voir comment on peut mieux produire en bio, sachant que souvent c'est pas étanche entre le conventionnel et le bio. C'est-à-dire que souvent il y a des recherches qui peuvent aussi trouver des issues à la fois pour l'ensemble des fruits et légumes et pour le bio. Donc c'est un axe aussi qui est relativement important. Alors en matière de communication, vous utilisez quel type de créneau? C'est plutôt de la communication traditionnelle, des réseaux sociaux, de l'influence? Comment ça se passe? On a toute la palette. Je pense qu'on n'est pas là pour le coup. Lorsqu'on était en complémentarité des campagnes de l'agence bio, effectivement, il y a eu de la radio qui a été utilisée, mais on a tous les supports, réseaux sociaux. Enfin, je pense qu'on essaye d'avoir une globalité de support pour toucher le plus grand nombre. Et quand on lance des campagnes comme ça, c'est pour avoir un résultat immédiat? On se dit bon allez, on lance la campagne, on va avoir plus 2, 3, 10% de ventes, ou est-ce qu'on s'inscrit sur la durée, sur le long terme? Non, c'est la durée. Puis c'est un côté un peu ce qu'on essaie de rappeler. Nous, en tant qu'Interfel, on représente tout un secteur. Donc c'est 75 000 entreprises. Parfois, les entreprises auront envie mais même en dehors des campagnes bio, qu'on fasse une campagne et puis que le jour d'après, il y ait plus de 20% de ventes. On leur dit chacun son rôle. Nous, on fait des campagnes, on essaye de faire passer des messages sur le moyen long terme. Et donc c'est vrai que tant mieux si ça marche tout de suite. Mais je veux dire, il faut aussi savoir que ces grandes campagnes sont là pour provoquer une sorte de réassurance, remettre effectivement les messages clés, les atouts, insister sur les externalités positives, etc. Donc on peut pas tout de suite, du jour au lendemain, avoir des augmentations. Alors, il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est cette logique mathématique qui dit on va mettre plus de fruits et légumes bio dans les assiettes, mais est-ce qu'on en a techniquement et agronomiquement parlant aujourd'hui en France les moyens? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a suffisamment de terres cultivées en bio, et est-ce qu'on a suffisamment de bras pour cultiver ces terres en bio? Et ça va peut-être être la question que je vais vous poser, Bérénice.
Alors nous au sein de la coopérative, sur ce côté-là, on a des producteurs qui partent en retraite, mais les fermes sont reprises. Là, on a notamment Élie et Gaëtan, même pas âgés de 22 ans, qui ont repris des très très grosses fermes. Donc ça déjà, nous il y a une continuité, donc c'est très très important. Après, on a un souci, c'est vrai, nous c'est au niveau de la main d'œuvre. Les producteurs ont du mal à trouver de la main d'œuvre, à garder la main d'œuvre. Ça c'est très compliqué. Du coup, ça impacte un peu les planifications. Hein. Des fois, ils peuvent pas mettre des cultures parce qu'ils ont pas la main d'œuvre. Et ils arrivent aussi du coup avec des surfaces, forcément en conversion. Et là-dessus, c'est presque un message à faire passer parce qu'on a du mal à commercialiser le C2. Donc du coup, il y a certaines adhésions qui deviennent un peu compliquées par rapport à ce C2-là. Mais si aujourd'hui je suis un jeune agriculteur qui veut s'installer en bio en Bretagne et pas loin de chez vous, je trouverai ma place dans votre Ah coopérative. oui, bien sûr. La porte est grande ouverte, avec plaisir. Et alors, une des questions qui revient beaucoup, alors puisqu'on parlait de mettre du bio dans nos assiettes, c'est une réflexion que j'entends beaucoup, notamment dans la restauration collective et la restauration scolaire, en disant ouais, ils sont bien gentils, sauf que moi, si je veux donner des produits bio et si je veux être dans les clous de la loi Egalim, j'ai pas les produits, j'ai pas suffisamment d'approvisionnement. Vous répondez quoi à cette critique, voire à cette inquiétude? Tout d'abord Olivier, ensuite vous Charlotte. Alors la restauration hors domicile pour les fruits et légumes, c'est environ 10% du marché. Et dans ces 10%, c'est moitié-moitié restauration collective et restauration commerciale. Sachant que nous, Interfel, on a les opérateurs de la restauration collective, on n'a pas ceux de la restauration commerciale. Donc l'objectif Egalim, les 50% de produits durables en restauration, dont 20% de bio, effectivement, ils sont pas encore atteints, mais il y a d'autres sujets. Je dirais que alors, pour revenir à la question, je pense que techniquement, nous, dans la mesure avec ces chiffres que je vous ai donnés, 10%, dont 5% restauration collective, on peut approvisionner ce marché. Voilà. Donc c'est pas forcément qu'il n'y a pas la quantité de produits. C'est plus trouver les succès, les conditions de succès, parce que c'est des produits qui coûtent plus cher. Et comme vous savez, ce qui est vrai en GMS, mais qui est encore plus vrai en restauration collective, le prix d'un repas, il est plafonné. Donc si on dit vous avez tant et il faut mettre plus de produits de qualité, durables, signes de qualité bio, il y a forcément une équation un peu complexe parce qu'il faut réussir à faire monter. Donc c'est plutôt ça, je dirais, la difficulté. C'est pas tant le niveau de production qui permettrait d'approvisionner parce que c'est relativement faible sur l'ensemble du marché. Mais c'est vrai que par exemple un gestionnaire de cantine scolaire, par exemple, qui va se trouver, je ne sais pas moi, dans la Drôme, par exemple, aura moins de problèmes d'approvisionnement que le même gestionnaire de cantine scolaire qui sera en Seine-Saint-Denis. Oui, être à côté d'un fort potentiel de production, c'est intéressant. Alors c'est un autre sujet, mais il y a quand même d'autres freins, parce qu'on sait que dans les marchés publics, la mise en avant de l'origine n'est pas permise, donc c'est quand même un peu complexe aussi. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens un peu détournés pour y arriver. Et comment on trouve des moyens détournés justement parce qu'effectivement il y a ce code des marchés publics et c'est cette pression aussi qui est mise souvent par les donneurs d'ordre, donc parfois par les élus locaux. Comment on arrive à imposer peut-être plus de produits bio? Il y a une façon de gérer ça? Le critère bio est autorisé, forcément on en fait partie, mais par contre le local c'est plus compliqué. C'est vrai que les deux sujets sont quand même intimement liés, bio et local. Nous on a fait, dans l'étude que je citais tout à l'heure, on s'est rendu compte que le principal, alors je sais pas si c'est le bon terme concurrent parce que ça se complète et on voit bien dans les exemples, mais il n'empêche que l'attente locale est effectivement assez forte et sans forcément mettre des mots concrètement derrière, parce que c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de sécurité sans que ça soit forcément étayé par de manière objective, là où le bio a un cahier des charges, un règlement derrière, etc. Mais c'est vrai que c'est une forte attente qui est là quand même. Et justement Charlotte, ces difficultés réelles ou supposées ou fantasmées peut-être d'approvisionnement, est-ce que ça vous freine dans votre développement en disant moi j'aimerais bien faire X% de plus de chiffre d'affaires, mais j'aurais pas la matière première? Non, moi c'est pas la matière première qui me freine. De la matière première, il y en a beaucoup dans notre région, c'est pas un souci. Mais il y a des biais pour des façons de s'approvisionner en local pour les petites cantines scolaires en tout cas, pour ne pas pour être dans les clous des marchés publics, mais ne pas passer par un marché public. Il y a des plateformes comme AgriLocal par exemple, qui permettent de faire du gré à gré avec un agriculteur à côté de chez soi ou un artisan.
Le problème, c'est le prix, effectivement, et aussi des questions logistiques. Une petite cantine qui a besoin de 100 pommes, l'agriculteur, quand bien même c'est un voisin, même quand bien même il serait à 20 kilomètres, aller à la livrer pour 100 pommes, c'est trop compliqué. Et puis le chef de cuisine, il faudrait qu'il passe ses commandes de pommes chez machin, sa soupe chez moi, ses pâtes chez un tel, et en fait sa vie est plus complexe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les chefs de cuisine ont du mal à se passer des grossistes, et donc on a du mal à aller vers le local aussi pour cette raison-là. Ouais, alors c'est vrai. Alors AgriLocal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système, je crois que c'est un logiciel Oui. qui permet d'aller directement passer des commandes auprès des producteurs bio notamment, mais pas que. Oui, c'est ça. Une cantine dit, bah voilà, j'ai un service prochainement, j'aurai un besoin de coulis de tomates, 20 kilos de coulis de tomates, des pommes, etc. Et chacun peut y répondre. Voilà, et Ça, il même faut être inscrit. plusieurs agriculteurs peuvent répondre au même appel d'offres. Si on a besoin de, je sais pas, de 600 pots de yaourt, chacun peut en produire 250. Et ben les deux peuvent avoir accès au marché. Oui, oui, tout à fait. Il faut être inscrit sur la plateforme, mais c'est pas très compliqué. Et alors vous, donc vous, il n'y a pas de problème. Vous arrivez encore à avoir les approvisionnements que vous souhaitez pour Oui. fabriquer vos Oui, vos il y a conserves. beaucoup de légumes en bio qui sont jetés ou très peu valorisés. Des surproductions, il y en a. Des périodes où les courgettes poussent à foison. La consommation est pas toujours au rendez-vous. En cœur d'été, parfois les Français sont au resto, mais pas dans leur magasin bio préféré. Et parfois les agriculteurs n'arrivent pas à écouler la production. Et donc nous, on essaye au maximum de répondre à cette demande-là. Donc On est plutôt même souvent en train de refuser des productions que l'inverse. si je comprends bien, ça évite le déclassement dont parlait Olivier tout à l'heure. Oui. Parce que vous êtes aussi j'allais dire, la solution ultime si jamais il y a un problème de surproduction. Oui, alors j'aimerais bien pouvoir dire qu'on est la solution, mais en tout cas on est une solution pour les producteurs. Et ce modèle qui est le vôtre de conserve de légumes bio, est-ce que il est duplicable? Est-ce qu'on peut l'installer ailleurs que chez vous à Avignon? Est-ce qu'on peut l'installer par exemple près de chez Bérénice dans le Finistère? Bien sûr, après évidemment il faut être dans un lieu de production varié. Tous les légumes ne se comportent pas bien à la conserve, c'est pas toujours très bon, pas toujours faisable. Vous parliez d'artichaut. Sur l'artichaut, il faut vraiment une technicité pour éplucher notamment l'artichaut et travailler le cœur. Donc là, il faut un outil spécifique. Mais à partir du moment où on est sur une belle région de production avec de la diversité, bien sûr, là, ça serait réplicable. Bon, Bérénice, il vous suffit maintenant d'avoir un atelier de transformation d'artichauts. Ça vous paraît, vous qui êtes chargé de aussi quelque part la planification, de vous projeter dans le temps, ça vous paraît être une bonne solution, ça par exemple, d'avoir son atelier de transformation intégré au cas où, parce que certains de vos collègues de coopératives ont investi dans ce genre d'outils, pas forcément pour lutter contre la surproduction, mais pour avoir des compléments d'offres pour les consommateurs. Alors oui, hein, ça peut être un axe où on pourrait réfléchir là-dessus. Après, c'est vrai que nous, là, au sein de la coopérative et la planification, on travaille vraiment sur le marché du frais, hein. Donc des départs directs avec des grossistes ou la GMS. Donc ça pourrait être un axe de réflexion. Après, pour le moment, quand on est en surproduction, on travaille beaucoup avec l'industrie. On a quand même quelques acteurs. Peut-être qu'un marché pourrait se faire avec Charlotte, pourquoi pas. Mais ça peut être quelque chose qui peut être en effet en réflexion. Bon, Charlotte, il vous reste plus qu'à installer un atelier en Bretagne. Hein. Il y a de la place chez vous. Bon, ben voilà. Donc, vous voyez, on est dans cette table ronde aussi en train d'associer les bonnes volontés. Ça vous dirait d'aller vous installer en Bretagne? Ah bah, pourquoi pas? Bon, alors pour l'artichaut, j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué, mais il n'y a pas que l'artichaut chez vous. Non, il y a plein d'autres produits. Ne vous inquiétez Ouais. pas. Il y a beaucoup de choux-fleurs. On va y arriver. Alors, on a parlé de restauration collective, Olivier. Je voudrais qu'on parle aussi de la restauration classique, traditionnelle. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de changements ces dernières années chez les consommateurs, chez les clients des restaurants. Souvent, la consommation de légumes bio, c'était plutôt le hors-d'œuvre. C'était plutôt la petite salade, c'était plutôt des carottes râpées, c'était des choses comme ça. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup de clients des restaurants prennent un plat, prennent plus de hors-d'œuvre. Bon, le fromage, c'est aussi un problème. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à trouver? Parce que, quelque part, moins de hors-d'œuvre, ça veut dire moins de produits vendus. Si, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut qu'on travaille, nous. Alors, je disais tout à l'heure, on n'a pas au sein d'Interfel les représentants de la restauration commerciale, mais c'est quand même un sujet qu'on travaille. On a un comité sur la restauration à domicile et on y travaille. L'idée, c'est de préempter tous les moments de consommation.
Et donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison, sur les fruits et légumes frais, déjà dans la notion de frais, c'est-à-dire le premier travail, c'est faire en sorte qu'on ait plus de fruits et légumes à l'état brut, frais, dans la restauration, collective ou commerciale. Voilà, on n'est pas en opposition avec surgelés et autres, mais je pense qu'on a un créneau pour valoriser plus nos produits frais. Après, oui, entrée, dessert, enfin... C'est sûr qu'on voit l'évolution des repas où le schéma classique entrée plat, fromage dessert se simplifie avec un seul plat. C'est pas forcément une bonne chose pour nous parce qu'on a besoin de recréer ces éléments. Là, il y a une grande campagne qu'on lance sur des planches jamais trop mixtes en disant il n'y a pas de raison d'avoir des planches que de charcuterie et fromage. On n'a rien contre. On est très content de la charcuterie et du fromage. Mais si la planche pouvait être vraiment mixte avec des fruits et légumes dessus, donc une jolie petite planche de fruits et de légumes, pas que, avec des petites sauces parce qu'on sait bien. que si c'est que fruits et légumes, ça se vendra. Il faut garder un peu de charcuterie fromage, mais on peut avoir un triptyque avec les trois. Et ça, c'est c'est typiquement des choses qu'on peut faire. Moi, ce que je voudrais aussi savoir, c'est comment, parce que cette fameuse loi dont on n'arrête pas de parler, la loi Egalim, bon, aujourd'hui, bon, c'est un secret pour personne, on peut parler d'un échec parce que elle est assez peu respectée. Comment on peut inverser la tendance, Olivier, selon vous? Comment on peut mettre plus de produits bio dans, notamment, la restauration scolaire? Bon, il y a le problème dont vous parliez tout à l'heure des élus locaux qui fixent les montants des repas. Et ça, je pense que avec la période des élections municipales, ça va pas s'améliorer. Donc, comment on essaye de faire en sorte que la loi Egalim ressemble vraiment à quelque chose? Alors, effectivement, il y a ces 50% qui étaient quand même un objectif très, très ambitieux. Donc, on va pas le remettre en cause. Il est dans la loi. Il y a les 50 au global et un focus spécifique sur le bio avec les 20%. Actuellement, c'est en amélioration, parce qu'il y a un site, Ma Cantine, qui recense. On voit de plus en plus, mais effectivement, on n'atteint pas encore les 50. Donc, il y a la question du prix. Donc, si le prix est fixe, bon, alors c'est vrai que c'est pas vraiment dans l'air du temps, mais des aides, enfin, trouver au niveau régional, enfin, des moyens aussi de donner un petit coup de pouce à cette montée en gamme. On a un programme, nous, dans les fruits et légumes, qui est commun avec le lait, c'est fruits et lait à l'école. Et ce programme permet de prendre en charge le différentiel de coût entre un produit sous signe de qualité ou bio et un produit conventionnel, notamment lors du repas du midi. Ça, typiquement, c'est un programme. Alors ça, c'est financé par l'Europe. Il y a une enveloppe malheureusement qu'on n'utilise que partiellement, donc on rend encore beaucoup d'argent à l'Europe. Ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, ça permet de prendre en charge une partie du différentiel de coût et donc quelque part de pouvoir aller vers la fourniture de produits de qualité et bio dans les assiettes. Et alors, justement, Bérénice, comment vous travaillez, par exemple, avec la restauration scolaire? Est-ce que vous avez des connexions directes ou est-ce que ça passe forcément par des intermédiaires? Alors, ça passe par les intermédiaires, hein, ça c'est certain, ça passe directement par les expéditeurs et les metteurs en marché. Par contre, nous, au sein de la coopérative, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit, on les reçoit, hein, on fait visiter les fermes et on est en lien avec le GAP 29, notamment sur la resto collective de Brest, où on participe aux réunions, on montre les valeurs de la coopérative et comme je le disais, voilà, ils viennent sur les fermes, ils viennent voir qu'est-ce qu'on met en place, donc on les accompagne quand même tout au long de ce parcours. Voilà, et je rappelle à nos amis qui sont dans la salle, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas, vous nous faites signe et on va vous apporter le micro. Charlotte, il y a aussi une question, alors ça c'est la question d'un enfant qui a beaucoup souffert dans la restauration scolaire dans son enfance, mais comment on attire les enfants pour manger des légumes? Parce que alors ça, je crois que si on parlait tout à l'heure de gaspillage alimentaire, je crois que c'est sans doute un des postes où il y a le plus de gaspillage alimentaire. Alors, comment on fait? Vous qui nous faites des conserves, qui nous font saliver, qui sont super bonnes, dites-nous. C'est vrai qu'il faut travailler sur les goûts. On peut faire avec des protéines végétales, on peut faire des dalles avec du lait de coco avec des parfums sympas. Et puis nous, c'est un pari qui avait été fait par la ville d'Avignon de servir de la soupe à la cantine. Alors au début, beaucoup de gens fronçaient les sourcils. C'était la soupe à la grimace au début. Ouais, parce que beaucoup de gens ont encore une image assez négative de la soupe de la soupe en général. Et en fait, le chef de cuisine a dit non, moi je suis convaincu que c'est une bonne façon de faire manger des légumes aux enfants. Et en effet, on travaille avec
eux depuis 7 ans, 7-8 ans maintenant. Et en fait, la soupe a un très beau taux de succès pour un légume à la cantine. On est à 70% de satisfaction, ce qui est très bien. Alors vous y prenez comment? Qu'est-ce que vous mettez dans votre soupe pour que les enfants se précipitent dessus? Écoutez, en plus, on fait des soupes assez simples pour la cantine parce que justement, ils ne veulent pas trop d'épices, pas trop de goût fort, mais on les cuisine avec de l'oignon, de l'ail, de l'huile d'olive, et puis on essaye de bien travailler, de faire des soupes qui soient goûteuses, qui soient lisses. Les enfants aiment pas trop les morceaux. On travaille sur les couleurs aussi, et ça marche bien. Ça plaît Oui, bien. d'ailleurs, c'est étonnant la différence entre j'allais dire les enfants et les adultes. Nous, les adultes, on a tendance ce serait bien qu'il y ait des petits morceaux qui nous rappellent le légume de l'origine, mais les enfants, eux, non. C'est une soupe, ça doit être hyper Il faut liquide. que ce soit lisse, ouais. Ouais. Et alors, ces soupes que vous mettez au point avec des cuisiniers en restauration collective, c'est les mêmes que celles que vous mettez après dans vos bouteilles et que vous vendez? Non, pas tout à fait. Nous, en magasin, on essaye d'avoir des recettes un peu plus élaborées, avec des parfums un peu plus originaux. On a une soupe de courgettes au zeste de citron et au curcuma, par exemple, qui marche très très bien. Mais en cantine, on est sur des parfums plus simples. Mhm. Et alors, ces recettes, vous les élaborez comment? C'est vous dans votre cuisine ou vous avez une armée de cuisiniers qui vous aident à trouver le goût ultime? On a plein d'influences différentes. Il y a des recettes qui viennent de moi, il y a des recettes qui ont été proposées par des cuisinières professionnelles, d'autres par des étudiants, par l'équipe aussi. On fait de l'amélioration continue tout le temps. On goûte, on s'inspire de livres de recettes. Enfin, on a plein d'inspirations. Olivier, on parlait tout à l'heure de la communication, qui est une part importante de l'activité d'Interfel. Aujourd'hui, la communication à destination des jeunes, qui sont pas forcément des amateurs de chou-fleur et de brocoli, et surtout de brocoli. On l'a fait comment? C'est-à-dire que ça se passe par les influenceurs, ça passe par des Cyril Lignac ou autres, ou des Norbert Tarrer. Comment vous faites pour que eux, qui seront les consommateurs de demain, qui achèteront demain les produits, aient le réflexe après de dire non, ça j'aime, je l'ai goûté quand j'étais à l'école. Parce que moi, je me souviens que quand il y avait de la soupe à l'école, c'était juste une punition, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir mal fait mes cours, mais mal appris mes leçons pour qu'on me fasse manger ça. Alors comment on s'y prend aujourd'hui? Alors il y a énormément, je disais, hein, c'est le budget numéro 1 à égalité avec la recherche et expérimentation du budget d'Interfel, la communication. Effectivement, on cible en priorité c'est les tranches d'âge jeunes, 18-35 ans, parce qu'on se dit que c'est là il y a un vrai sujet. Alors, on utilise les canaux de communication qui correspondent au public ciblé. Hein. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, les influenceurs. Enfin, là, je pourrais. Je suis pas. Voilà, on pourra en parler longuement, mais c'est effectivement, on s'adapte vraiment à la cible. On a une grande campagne qui est jamais trop. La campagne jamais trop, c'est jamais trop de fruits et légumes, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même un énorme atout dans les fruits et légumes, c'est que on n'a pas d'injonction à limiter, modérer sa consommation, contrairement à la plupart des autres secteurs alimentaires. Donc on y va très clairement. On n'est pas obligé, nous les journalistes, de dire après à consommer avec modération. Voilà, donc nous c'est jamais trop, c'est au moins 5 fruits et légumes par jour. Si c'est 7, 8, c'est très bien aussi, 10. Donc ça c'est super. Après il y a le public des plus jeunes enfants, là c'est le travail avec effectivement l'intervention dans les écoles. On a un réseau de diététiciens qui intervient pour expliquer un peu. Et puis alors il y a à la fois connaissance des produits et connaissance des modes de préparation, parce que c'est des choses qui se perdent. C'est des choses qui les grands-parents savaient exactement comment cuisiner tous les fruits et légumes. Et puis c'est des choses qui, si on n'entretient pas, dans la mesure où on est sur du produit frais, et si effectivement les enfants ne savent plus comment appréhender un produit, ils vont pas le consommer. Donc il y a plein de choses à faire, et qui sont valables après pour les produits bio ou conventionnels. Je veux dire, c'est vraiment la mise en avant de la spécificité de nos produits avec toute sa diversité, qui fait qu'on peut finalement, même si un enfant n'aime pas le brocoli ou autre, il y a quand même une grande diversité de produits et on peut s'y retrouver dans les goûts, les couleurs pour dynamiser la consommation. Je vais être mauvaise langue 2 minutes, Olivier. Là, vous parliez des enfants versus les grands-parents qui, eux, savaient à quoi ressemblait une carotte, un chou-fleur ou que sais-je encore. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait pas aussi faire retourner à l'école une partie des cuisiniers de la restauration, notamment de la restauration collective, pour qui les carottes c'est un sac avec de la carotte pré-tranchée, un chou-fleur c'est des feuilles, des fleurs de chou-fleur déjà découpées, pour réapprendre les bases de la cuisine?
Bah nous on Là, plaide. chez vous, on a dit sans langue de bois. Non, mais nous on plaide pour l'éducation alimentaire à l'école. Il y a tout un manifeste et un. Il y a même des projets de loi en ce moment, donc on soutient tout ça. Il faut vraiment réussir à voilà savoir parler des produits, des modes de production dans leur toute leur réalité, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Enfin voilà, on parle beaucoup d'alimentation, mais pas forcément avec une vraie résonance scientifique, une vraie réalité. Donc je pense qu'il faut savoir voilà reparler des choses avec une justesse, une vraie justesse. Bérénice, tout à l'heure, vous disiez on met en avant les valeurs de notre coopérative. Comment ça se passe très concrètement avec les enfants? Parce que les valeurs de la coopérative, je pense que les enfants, ça doit leur passer largement au-dessus de la tête. Donc, comment vous leur expliquez, quand vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait des sessions avec les écoles, comment vous leur expliquez les produits ou comment vos collègues leur expliquent les produits? Alors ça c'est vrai que nous on n'est pas vraiment trop sollicités, on va avec le Gap 29 mais c'est eux qui mettent des choses en place. Après voilà, on communique comme l'a dit un peu Olivier, c'est des choses très très simples hein, sur les couleurs, des recettes très simples, des fois sous forme de chips, malheureusement ça parle plus. Donc voilà, on essaye des choses simples qui comprennent et qu'ils aiment manger surtout. Et vous leur faites goûter, comment ça se passe? Oui voilà, il y a des petits tests gustatifs qui sont mis en place pour qu'ils puissent goûter. Et ces enfants qui sont les consommateurs de demain, est-ce qu'ils sont réceptifs ou est-ce qu'il y a encore quand même un petit peu de travail? Alors pour être honnête, non. Des fois ils sont pas du tout, ils aiment pas. Donc on essaye des fois même d'améliorer pour les fois d'après, mais quelques fois non. Il y a encore du travail. Oui. Et alors vous travaillez avec les enfants, est-ce que vous travaillez aussi avec les chefs, les gestionnaires de cantines scolaires notamment, parce que eux ont un rôle capital pour faire aimer les fruits et légumes aux enfants? Oui. Alors là du coup c'est plus un de nos metteurs en marché qui est conventionné, qui travaille beaucoup avec notamment Chef Damien aussi. Donc voilà, et aussi avec les cantines pour apporter des recettes un peu plus faciles pour les enfants. Et ça se ressent après, vous le ressentez par exemple au niveau quand il y a des opérations comme ça, vous le ressentez au niveau des ventes chez vos metteurs en marché? Oui, on le reçoit surtout quand en fait ils viennent sur les fermes. Après tout de suite ça se développe, ça leur parle en fait. Et là après on voit dans les mois qui suivent qu'en effet les ventes sont beaucoup plus poussives. Alors Charlotte, moi je voudrais savoir vos produits en dehors de votre boutique à Avignon, on les trouve où? En magasin bio. Ouais. Au National. Uniquement magasin bio? Oui, alors des magasins aussi dits EAP qui sont des magasins plus mixtes, un peu épicerie fine, produits locaux, etc. Mais sinon dans les réseaux spécialisés bio. Et ça permet aussi de donner une nouvelle appétence pour les légumes bio ou pas? Je le souhaite, oui. Alors comme vous, est-ce que par exemple quand on achète une soupe chez vous, après forcément les clients vont acheter des légumes bio, des fruits bio? Ça je pourrais pas vous dire, je ne sais pas ce qui est dans la tête de nos consommateurs, mais quand même le rayon fruits et légumes dans un magasin bio, c'est aujourd'hui le moteur du magasin et les gens viennent avant tout pour le rayon fruits et légumes. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est très important pour les magasins d'avoir un beau rayon fruits et légumes. Nos produits sont des produits qui sont largement moins consommés, les produits transformés, et d'ailleurs tant mieux, c'est très bien. Je pense quand même que les consommateurs qui vont dans le réseau spécialisé bio sont quand même des gens qui cuisinent plutôt, qui ont l'habitude du légume. Alors, et nous on propose du coup des recettes peut-être différentes qui donnent de nouvelles idées. En tout cas, votre dernière recette, par exemple, c'était quoi? Une soupe de pois cassés avec de la courgette. C'est très bon. La couleur, alors j'arrive à voir le pois cassé, j'arrive à voir la courgette. Ça quoi, une légère couleur vert clair? On est sur un vert assez clair, oui. Voilà. Très beau. Alors, en conclusion, moi je voudrais qu'on fasse un petit tour de table en disant, voilà, quid de l'avenir? L'avenir, c'est la loi Egalim. Il y aura peut-être une troisième version de la loi Egalim, on n'est plus à ça près. Est-ce que on va inverser la tendance? Est-ce que fruits et légumes bio auront plus de place dans les assiettes à l'avenir? Vous le sentez comment, Olivier? Je pense que j'ai dit depuis 2024, on a une petite reprise, donc on pense que ça peut continuer, on l'espère, parce qu'on est là pour dynamiser le marché des fruits et légumes dans son ensemble et des fruits et légumes bio en particulier, parce que c'est pour nous un des signes de qualité qui fonctionne le mieux. Donc voilà, cette décroissance qu'on a connue pendant 4 ans, on espère l'avoir enrayée et que ça puisse repartir sur de bonnes bases. Voilà, on fait tout pour.
Même chose, Bérénice, vous, l'avenir, vous voyez comment? Peut-être plus de produits, mais aussi, et sans doute c'est ça le plus important, d'agriculteurs? Alors nous, on voit ça très très bon. Hein. Les agriculteurs sont de plus en plus chez nous, donc forcément il y a plus de planification. Donc qui dit planification dit plus d'origine France. Donc ça, pour nous déjà c'est très très bien. Et on va continuer ce qu'on a toujours fait, hein, soutenir les producteurs, les accompagner, montrer nos valeurs, hein, participer comme aujourd'hui à une table ronde pour parler de BioBrace. Donc nous, non, on voit ça d'un très très bon côté. Et donc vous, ça passera par peut-être de nouveaux adhérents. Donc le nombre d'adhérents va monter. Il y a des candidats en ce moment. Ah oui, oui, il y a beaucoup de candidats, des jeunes, des très très jeunes, mais c'est beau aussi hein, d'avoir des plus jeunes dans la coopérative, hein, qui rentrent d'ailleurs dans le conseil d'administration. Donc ça c'est très important. Mais oui, on a des adhésions. Ouais. Et puis ça doit être une belle satisfaction pour vous de voir des jeunes qui vous rejoignent plutôt que, alors je vais pas dire jouer la facilité, mais se rapprocher de grands groupes, notamment finistériens. Oui. Et puis nous, ce qu'on adore et ce que moi, en tout cas, c'est ma première satisfaction au niveau de la planification, c'est voir des jeunes s'installer et voir que ça fonctionne, hein, et qui mettent des produits en place et voir ces produits-là après sur les marchés, c'est une très grande satisfaction. Des jeunes qui en plus doivent vous faire une confiance aveugle parce que la planification, ça marche avec vous. D'ailleurs, je pense que si un jour vous vous trompez, la sanction est immédiate, non? Ah oui. Ils débarquent dans votre bureau. Oui. Et puis chez nous en Finistère, hein, c'est des producteurs léonards, donc il y a du caractère. Donc ils savent y faire, mais voilà, dès qu'il y a un lien avec le producteur, après on sait aussi leur expliquer. Hein, je le rappelle, la planification c'est un outil, hein, on prédit pas du tout le marché. Mais en effet, oui, il y a du caractère. Des fois, ça peut être très stressant. Oui. Et donc, alors ça, c'est une question piège. Vous piquez des adhérents au gros? Alors nous, on pique rien du tout. Nous, on accueille les adhérents qui viennent frapper chez BioBrace. Hein. Voilà, hein, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas. Il faut avoir dès qu'ils passent du conventionnel au bio, ça arrive? Ah oui. Hein, comme je le parlais, il y a beaucoup en plus de conversions, donc oui. Hein. Allez, une dernière question, Charlotte. Vous, l'avenir du bio à travers plus de bio dans les assiettes, ça vous paraît un combat jouable ou bon, on va rester comme on est aujourd'hui? Non, bien sûr, la bio, ça doit devenir presque la normalité de demain, donc il faut continuer et ça va. Évidemment que ça va progresser. Enfin, je le souhaite de tout cœur. Et le local en particulier, puisque c'était quand même le sujet du jour. Je pense les Français sont attachés au local et c'est une valeur qui va nous aider aussi à progresser pour la filière bio. Et le lien avec les producteurs, redorer le blason de l'agriculture, c'est hyper important. Travailler avec eux, main dans la main, transformateurs, consommateurs, producteurs, c'est crucial. Et justement, vous, votre entreprise, l'avenir, vous le voyez comment? Pour le moment, une quinzaine de salariés, c'est ça, hein? Oui. Et ce sera quoi l'avenir, à part le projet d'aller vous installer en Bretagne pour faire plaisir à Bérénice? Écoutez, on a encore fort à faire. Là, on a passé 2-3 années difficiles, mais là aujourd'hui, le ciel s'est considérablement éclairci, donc c'est une belle nouvelle. On va consolider. Il y a encore beaucoup de légumes à transformer localement, et effectivement, pourquoi pas aller reproduire l'initiative un petit peu plus loin pour être toujours au plus proche de nos agriculteurs et de nos consommateurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je vous rappelle que vous pourrez revisionner cette table ronde tout simplement sur le site natexpo.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet concernant la bio. À bientôt.